Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à une émission spéciale de contre-culture vue du Bush sur KTB Radio, la radio du peuple. Ici Scott Holmquist et pour cet épisode, je parle de la contre-culture vue strictement du Bush pour une vue bien plus globale de la contre-culture en France. Pour cette tâche non négligeable, j'ai le privilège de recevoir pour la deuxième fois un ami et camarade, le érudit et charmant Paolo Stupia, chercheur associé au Centre européen de sociologie et de Sciences Po, Université de Paris 1, Sorbonne. Bonjour Paolo. Bonjour Scott. Et voilà, pourquoi doit-on réserver une place à part pour l'adjectif contre-culture en France? Alors, en France, moi, je t'avais peut-être dit dans l'émission précédente, je parlerai comme partout ailleurs dans le monde, plutôt de contre-culture avec des S. Contre-culture avec un S ou des S final. Pourquoi? Parce que si on parle strictement du mot contre-culture, ça va nous renvoyer à une période spécifique sur laquelle on va passer peut-être la plupart de cet épisode, c'est-à-dire en France essentiellement la période qui va de 1966 à, on va dire, 1975-1976. Aux États-Unis, ça vient un petit peu plus tôt, mais néanmoins, c'est des phénomènes qui vont décrire ce que un chercheur et sociologue américain de l'époque, qui s'appelle Theodore Roosevelt, qui est celui qui a forgé ce mot contre-culture dans un ouvrage qui date de 1968, qui s'appelle Vers une contre-culture. Du coup, il désigne par ce terme tous ces mouvements alternatifs qui sont actifs aux États-Unis dans les années 1960 et qui prennent des influences diverses et variées, qui vont des marxismes non orthodoxes, donc par exemple l'école de Francfort, jusque aux mystiques orientales avec des mix qui commencent à se créer par des mouvements tout d'abord artistiques et littéraires, comme par exemple le mouvement beatnik aux États-Unis et puis le mouvement hippie en partie, même si le hip de départ, ça a une place plutôt grande sur le psychédélisme et qui vont quand même petit à petit s'étendre aux jeunesses étudiantes et puis aux jeunesses étudiantes donc qui étaient déjà impliquées dans des révoltes à la fois sur le plan personnel avec les besoins des nouveaux besoins qui apparaissent au cours des années 1950-1960 en réaction au monde d'avant et à la génération de leurs parents, donc des besoins sexuels, à la fois contre les guerres, comme surtout la guerre du Vietnam, et sur le mouvement des droits civiques. Et donc petit à petit, tout cela va converger jusqu'à créer une véritable culture alternative, véritablement au capitalisme industrialisé de l'époque. On est à l'apogée de la technocratie, on est aussi à l'apogée de ce qu'on a appelé en France les Trente Glorieuses. Et du coup, cela crée un certain nombre de dispositions à la révolte. Alors ça, c'est pour les États-Unis. Euh, Toujours est-il que ces idées, pour l'une des premières fois, peut-être la première fois dans l'histoire, du moins spécifiquement consacrée à la jeunesse,
vont commencer à circuler par un certain nombre de vecteurs dans un monde de plus en plus globalisé, comme des nouveaux moyens, de nouveaux médias de masse, comme la radio, les disques, le cinéma, etc., jusqu'à forger une véritable culture en opposition aux valeurs qui sont alors dominantes de la société technocratique, des valeurs voilà, de l'American Way of Life pour les États-Unis et du machisme, etc. Toute une série de choses qui sont progressivement remises en question et qui vont forger, qui vont s'appuyer sur une culture alternative. Alors, une culture radicalement alternative, puisqu'il ne s'agit pas véritablement de la culture légitime ou du moins promue par les institutions et promue par la société bourgeoise, hein. C'est une culture véritablement en opposition qui va se fonder sur un certain nombre de choses un petit peu populaire, mais qui va toucher aussi, donc comme la musique pop par exemple, mais qui va aussi forger certaines références assez spécifiques. Et quand on parle de contre-culture un petit peu au pluriel, c'est pour souligner que cette idée de créer un certain nombre de normes et de valeurs alternatives à celles de la société dominante n'est pas réservée au mouvement des années 1960. D'ailleurs, il y a plusieurs franges, il y a plusieurs marges qui se créent. Il y a plusieurs sous-cultures en fait qui se sont historiquement toujours créées. Toujours est-il que contre-culture, ça dénote cet aspect véritablement en opposition. Et cette contre-culture, finalement, influe d'un côté sur la culture dominante, puisque il y a des très grands aspects qui sont popularisés. Par exemple, si on pense à tout ce qui est les cheveux longs, à tout ce qui est la musique rock avec Woodstock, à des musicals comme Air. Ou des choses comme ça se popularise et ça devient un petit peu mainstream d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a des choses qui restent un petit peu dans les marges, dans la confidentialité. Et ça, c'est quelque chose qui va être repris comme ensemble culturel alternatif à celui dominant et de la société dominante. Il va être repris aussi par d'autres. Alors, par exemple, aujourd'hui, j'ai des collègues qui parlent à la même époque d'une émergence d'une contre-contre-culture qui serait plutôt une contre-contre-culture liée à l'extrême droite. Et cette contre-contre-culture, elle va également avoir ses propres groupes de musique, son propre style littéraire, ses propres références. Par exemple, pour il y a des aspects assez intéressants parce qu'il y a des références qui peuvent être plutôt propres à la contre-culture dans un pays et à des contre-contre-cultures dans l'autre. Par exemple, si on pense au Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, c'était vu par les hippies comme un symbole du voyage et de la quête psychédélique. Bon, pour une partie de l'extrême droite, par exemple, notamment en Italie, mais aussi, à ma connaissance, quelques Français, c'est vu plutôt comme une lutte entre l'Orient et l'Occident. Pareil, en France, on a des références contre-culturelles dans les deux cas qui sont assez spécifiques. Par exemple, en littérature, on peut retrouver un roman aussi important que méconnu, qui est un roman qui s'intitule Spinoza, un cul-et-gueule pour la contre-culture française et qui décrit un monde un petit peu post-apocalyptique à la Mad Max,
où l'auteur imagine que mai 68 avait réussi. Ça, c'est une référence, par exemple, assez peut-être pas très connue, mais C'est sorti c'est une quand? référence pour la contre-culture Excuse-moi. française. Oui. C'est sorti quand ce roman? Je crois que c'est sorti à la fin des années 1970, quelque chose comme ça. Et Hmm. puis de l'autre côté, on a un autre roman sorti dans les années 70 qui s'appelle Le Camp de sang, dans lequel l'auteur, au contraire, il imagine que il y a une invasion, il y a aussi un monde post-apocalyptique par des hordes de migrants qui viennent envahir la France. Et ça, c'est une référence à la contre-culture d'extrême droite. Donc, on voit bien qu'il y a il y a au moins deux contre-cultures, en tout cas, ou des contre-contre-cultures. Et puis, il y a toute une série de choses annexes qui s'inscrivent dans cette contre-culture. C'est pour cela que euh, les analyses qui étaient celles de plusieurs de mes collègues qui voyaient, par exemple, des évolutions autour des années 1970 d'un gauchisme politique à un gauchisme contre-culturel me paraissent pertinentes dans une grande partie des choses, mais peut-être un petit peu limitées dans l'emploi de ce mot contre-culture. Voilà. Euh, Véritablement, aujourd'hui, on a encore des influences de long terme de cette contre-culture des années 1970 et elle continue à représenter quand même un bouillon, un terrain de culture, si on veut, pour tout un certain nombre d'autres mouvements, d'autres causes, de ceux qu'on a plus tard appelés des nouveaux mouvements sociaux, qui sont plus si nouveaux que ça, puisqu'ils datent également de cette époque, mais ou en tout cas qui se développent massivement à cette époque, mais qui continuent d'avoir, me semble-t-il, une importance capitale aujourd'hui, voire d'acquérir de plus en plus d'importance. Hein. C'est sans la contre-culture, probablement le mouvement féministe qui était bien précédent à la contre-culture n'aurait peut-être pas pris l'envol qu'il a pris à partir des années 70. Pareil, les revendications pour les minorités de genre ou les minorités ou les LGBTQI, voilà, ça ne serait pas peut-être diffusé aussi massivement. Et la même chose va pour d'autres mouvements qui ont connu une histoire, là encore, un petit peu intérieure à la contre-culture, mais qui ont véritablement éclos sous la contre-culture. Je pense par exemple au mouvement antimilitariste. Je pense aussi à des mouvements contre les prisons qui sont des vieilles revendications hein, du mouvement anarchiste, mais qui vont connaître un nouveau souffle. Tous les mouvements sur le logement, et puis bien sûr le mouvement écologiste qui va connaître là encore une explosion voilà, sous l'influence de plusieurs phénomènes dont on a parlé dans le premier épisode comme par exemple celui du retour à la terre, les communautés néo-rurales, mais aussi des expérimentations en ville. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ça serait bien, comme on a parlé un petit peu d'écologie, du mouvement néo-rural, d'écouter peut-être un morceau qui est un petit peu représentatif aussi de cette scène contre-culturelle française qui est un morceau de Catherine Ribeiro et son groupe Alpes, et qui s'intitule Rock Alpin. Donc, je ne sais pas si tu veux peut-être le mettre pour nous Oui, lancer un petit peu en musique. avec Euh, plaisir. On va justement mettre ça. Mais est-ce que tu veux dire plus à propos de cet album et cet artiste? euh,
Je pourrais dire juste qu'elle était surnommée la prêtresse rouge de la chanson française pour son influence scénique et que l'album, il s'intitule P, il est sorti en 1972, voilà, véritablement à l'apogée. Et sur la couverture, voilà, on retrouve aussi pas mal de choses représentatives de l'époque, puisque on la voit avec son groupe de chevelus devant des arbres, voilà, dans une forêt, et c'est assez particulier. Donc, bah, j'invite aussi bah, les auditeurs, auditrices qui voudraient à écouter cet album, de temps que Catherine Ribeiro, malheureusement, elle vient aussi de nous quitter l'année dernière. Du coup, ça serait une façon aussi de rendre hommage à cette voix qui est peut-être pas si inconnue, mais peut-être un petit peu de la musique française, en tout cas moins que beaucoup d'autres. Oui. OK, merci. Ouais. Alors maintenant, on a notre prochain morceau de musique. Vous êtes de retour sur Contre-culture, Vue du Bush, sur KTB Radio, la radio du peuple. Toujours Scott Holmquist ici avec Paolo Stupia. Et on va reprendre notre discussion sur le terme contre-culture dans le contexte de la France. Et j'ai une question d'abord, une autre question à propos de mes expériences avec ce mot. Très souvent, je suis assez étonné comment c'est, les associations, c'est très, très, ils sont soit mauvais. Là, je viens de parler avec quelqu'un de
c'est avec une culture. Pour lui, c'était quelque chose qui était que pour les élites. C'était un truc académique. Ce qui est étonnant parce que la plupart des gens, quand ils ont une idée de contre-culture, ils y pensent toujours, tout de suite à la drogue, à les hippies sales, etc. Donc lui, c'était quelque part le contraire. Pour lui, c'était une référence académique. Euh, voilà, donc ma question pour toi, Paolo, est-ce que tu peux spéculer un peu sur pourquoi c'est si peu connu et peu compris ou voilà. Bah, alors, ça va être un petit peu peut-être des spéculations, comme Oui, voilà, tu le dis. voilà. Euh, Bah déjà, il est vrai que une partie des revendications de la contre-culture, un petit peu à la française, c'est-à-dire en gros changer la vie ici et maintenant, hein, qui est ceux qui ça c'était un vieux slogan là encore post 68, mais c'était aussi ces transformations au quotidien, ce que certains auraient appelé une critique artiste issue de mai 68. Elles sont reprises par une partie du capitalisme au moins. Ça, on le voit Mm, aux États-Unis avec avec les startups émergents dans le paysage de la tech, par exemple comme l'informatique mm, avec Apple ou mm, ces entreprises de ce type qui se donnent un style cool, décontracté, dans lequel il est tout à fait légitime et bien d'affirmer qu'on a pris du LSD pour clamer son génie créateur. mm, En France, de la même manière, il y a deux sociologues qui sont Luc Boltanski et Elvie Capello qui, dans un livre qui s'intitule Le nouvel esprit du capitalisme, qui est sorti dans les années 1990, montre comment toute une partie des revendications qui sont issues de mai 68, par exemple celle d'avoir plus de temps libre, d'avoir des métiers plus créatifs, etc., sont effectivement repris par une partie de la structure productive et du capital. Euh, à la fois pour mettre au travail les assistés, comme on aurait si bien dit Ronald Reagan, ou des politiciens de droite en France, mais aussi pour imposer une certaine précarité, répondre à des attentes des personnes individuelles qui vont au final conduire à une précarisation du marché du travail en général. Et ça, effectivement, c'est un mouvement qui va un petit peu du haut en bas. Donc on peut comprendre qu'il y ait une certaine reprise, du moins par les strates supérieures de la population. Une autre chose, c'est que une image qui est assez prégnante en France, c'est le fait que 68 a été fait par des enfants de bourgeois mm, qui auraient eu leur période un petit peu de rébellion et mm, puis qui seraient assez vite rentrés dans les rangs. Alors l'image un petit peu là encore stéréotypée, c'est celle de l'étudiant qui fait les barricades en 1968 après avoir étudié en Inter, qui après part vivre un petit peu en communauté à la campagne et tenter d'élever des chèvres. Bon, ça ne marche pas trop parce que alors effectivement c'est dur, il y a l'hiver, les rapports avec la population locale ils sont pas très
très cool. Ils appellent les gendarmes parce que ils se baladent nus ou bien parce qu'ils cultivent du cannabis. Et puis, au final, il rentre à Paris et va trouver sans doute une place dans les positions un petit peu qui lui étaient promises avant, dans la vie d'avant, quoi, dans la vie d'avant Mais, être révolté. excuse-moi, te coupe, mais là, alors, mais après tout ça, j'ai des idées. Pourquoi c'est pas si peu connu, mais pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il y a, vu que toutes ces choses, c'est-à-dire tous ces effets sont présents dans la vie de tous les jours, et ce que je connais de la culture française, c'est ils sont assez doués quand il s'agit l'histoire des choses. Tu sais, quelqu'un qui connaît le jazz, il connaît le jazz, il connaît toutes les antécédentes, etc. Donc il y a rigueur, même avec le film américain ou les policiers, etc. Donc, comment ça se fait que quelque chose a eu un si grand effet sur notre vie? Et qui a même il y a des produits culturels qui coulent toujours de ces sources, mais on n'a aucun cadre de voir tout ça quand il y a déjà beaucoup de travail là-dessus. Et donc, mais dans- parmi les gens, même les gens éduqués, ils ont aucune idée. Tu dis le mot contre-culture et ils sortent les choses qui sont assez étonnantes. Bah, je pense que à la fois ça a un lien effectivement sur contre-culture, c'est les stéréotypes que tu disais. Il y a aussi le fait qu'en France, probablement, ça a un lien assez intime avec les événements de mai 68 dont on parlait tout à l'heure, Mhm. puisque en France, quand même, toutes ces révoltes ont éclos effectivement à l'université en 68. Alors aujourd'hui, on préfère parler plus des années 68 pour désigner une période plus large, puisque on commence, nous aussi, dans la communauté académique, à prendre en considération que 68, finalement, ce n'était pas qu'une affaire d'étudiants déclassés, comme l'a prétendu longtemps, par exemple, une partie de la sociologie française qui regardait plutôt 68 comme une affaire de déclassement social, hein, et de peur du déclassement social. Et on n'a jamais véritablement pris au sérieux tous ces 68 ordinaires qui se sont déroulés ailleurs, voire on a eu tendance à opposer, pour faire un stéréotype très simple, les étudiants dans l'amphithéâtre à la Sorbonne et les ouvriers à l'usine Renault-Billancourt qui vont écouter le discours de Georges Ségui de la CGT. Alors ça, c'est véritablement une opposition qui a été créée, qui a été entretenue. Et je pense aussi que l'entretien de cette opposition, elle doit à plusieurs facteurs en France. Aussi, effectivement, l'importance historique peut-être au même niveau, mais avec des continuations plus incarnées dans des partis et des luttes politiques dans la période successive de l'extrême gauche. Alors par rapport aux États-Unis, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus particulier parce que après la fin du SDS et le White Underground, on a le White Underground, on a un petit peu un mouvement plus entre guillemets terroriste, si on veut l'appeler ainsi. Bien en France,
ça s'incarne plutôt par la voie électorale, voire une voie mouvementiste, mais reconvertie dans d'autres choses. Par exemple, un parti comme les jeunesses communistes révolutionnaires vont former la Ligue communiste révolutionnaire, qui a eu une existence jusqu'en 2009, où ça s'est transformé en nouveau parti anticapitaliste. Pareil, on a un groupe qui va présenter la première femme candidate à l'élection présidentielle en 1974, qui est Lutte ouvrière Mhm. et qui existe toujours. Euh, donc, il y a une importance de l'extrême gauche. Il y a aussi une stigmatisation de la part de la droite de 68. Il y a une diabolisation encore présente, comme si c'était que des fainéants d'assister, des doux rêveurs qui finalement ont donné au mieux. Ils se sont reconvertis dans les sphères yuppies, et ça rappelle notre discours du nouvel esprit du capitalisme sur ces 68 arts qui après suivent les traces de Cohn-Bendit et d'autres, qui vont se reconvertir et devenir un petit peu des grandes figures. On oublie toujours de raconter les histoires de ceux qui sont restés marginaux. On connaît un petit peu aujourd'hui, grâce à des nouveaux travaux, certains destins de partis ou de formations disparus, comme les maoïstes. Mais c'est vrai que toutes ces histoires mériteraient d'être explorées un petit peu plus, comme toutes les histoires d'ailleurs des mouvements étudiants qui ont suivi mai 68. Par exemple, les mouvements étudiants et lycéens de 1973, les mouvements contre la réforme des sursis militaires et d'autres mouvements contre des réformes académiques, par exemple, qui sont très méconnu aujourd'hui. Et puis, il y a cette idée que dans les années 80, finalement, il y a une nouvelle génération qui va prendre le relais, qui se dépolitise un petit peu. C'est pour ça qu'on a toujours cette idée de 68, à la fois quelque chose à diaboliser. D'ailleurs, Sarkozy en avait fait son thème de campagne, l'un de ses thèmes de campagne en 2007, en disant pour en finir avec 68. Voilà, d'un côté. Et de l'autre côté, cette idée que bah, finalement, c'est une affaire de darons qui, au final, se sont bien reconvertis. Et puis, bah, les enfants, eux, oui, ils n'ont pas vraiment d'idées. Ils ont hérité d'une position plus confortable, etc. Ça, c'est quelque chose d'autre qui est assez présent. Et ça me fait penser d'ailleurs que une chanson comme par exemple bon, ça c'est une anecdote tout à fait personnelle, mais j'ai été invité chez le fils quand j'étais étudiant dans un portant dirigeant du Parti socialiste, dont je tairai le nom pour des raisons bien sûr de privacy, et qui était un ancien 68 art et qui a intégré après le Parti socialiste sous Mitterrand, etc. Et son fils, il était plutôt militant à l'extrême gauche. Et alors la blague, c'était quand il rentrait son père à la maison, de lui rappeler les vieux souvenirs en mettant toutes les musiques que son père défendait, comme les nouveaux partisans de Dominique Grange, par exemple. Mais Ah, c'était dans le cadre, dans Duplex en plein centre de Paris. Et voilà, donc ça, c'est vrai qu'il y a cette partie-là de mai 68. Mais il y a aussi
la partie de mai 68 qui est restée complètement invisible et des familles qui sont rentrées dans l'anonymat. Et c'est pour ça que pour ça, il y a des travaux qui aujourd'hui commencent à s'intéresser à tous ces anonymes. Ouais. Et parlons Les Marginaux après, mais il me semble qu'on doit écouter Ah, Dominique Grand et tu les veux nouveaux écouter Dominique partisans. Grange? Bon, ben Oui, écoutons Dominique Grange. on va écouter les nouveaux partisans. C'était écrit en 68 et c'est sorti sur un disque en 69, d'après ce que j'ai Oui, compris, grâce à tout à toi. fait. Bon, mais on va écouter ça. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un quart, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chef-faillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on s'embourgeoise, descendez dans la mine, à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle. Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus d'une autre. À tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. La violence est partout, vous nous l'avez apprise. Patrons qui exploitaient et flics qui matraquaient. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse, car on n'expulse pas la révolte du peuple. Peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Bon, on est de retour sur KTB Radio, sur l'émission Contre-culture vue du Bush. Euh, Ici Scott Holmquist et avec Paolo Stupia. Et on vient d'écouter Dominique Grange, Les Nouveaux Partisans. Et, euh, et j'aimerais en fait poser encore une question dans le cadre de notre discussion précédente. Et c'est, en fait,
Si t'allais dire, si t'allais dire, expliquer à quelqu'un pourquoi ce pourrait être pratique de comprendre le terme contre-culture euh, dans ce contexte, c'est-à-dire ces deux mots ensemble, comme des gens m'ont dit, bon, mais ça peut dire n'importe chose qui est contre la culture, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a est-ce que ça vaut quelque chose, que ça soit précis et que ça appartienne à cette époque? Ça, c'est une question. Mais Mhm. je sais Bah, que c'est juste si tu veux parler de ceci, pourquoi ça? peut-être peut-être juste rappeler que le mot contre-culture aussi, ça n'a pas été si employé en France que cela dans les années 1970, hein. On préférait parler de marginalité, de marginaux. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement. Alors, on a eu toute la série de dénominations plus ou moins folkloriques qui vont des hippies aux hippies, aux babacool, jusqu'à des termes que j'ai entendus, par exemple en Ariège, comme les Pégasses, c'est-à-dire les fous, ou les chevelus, ou les nu-pieds ou les Pink Floyd. Les Pink Floyd, c'était voilà, c'est une déclination de Pink Floyd à l'ariégeoise. Ça, je l'ai entendu encore raconter à des vieux. Et puis, bon, ben, pour toute une époque, on a plutôt revendiqué un statut de marginaux et de marginalité. D'ailleurs, ça me fait penser que il y a par exemple un livre. Ils appellent Les Marginaux une nouvelle force politique en France. Alors, il doit être sorti là encore à la fin des années voilà, en 77, hein, à la fin des années 70, dans lequel l'auteur, c'est quelqu'un qui avait vécu en communauté dans les Cévennes. C'est quelqu'un qui va essayer d'analyser tout ce grand mouvement qui brasse ensemble des nouveaux mouvements sociaux, des figures comme le révolté un petit peu hippie et puis un petit peu l'artiste et le loupard quoi des villes. Donc ça c'est quelque chose. Il y a aussi toute une partie sur le refus du travail, du moins tel qu'on l'entendait, et le choix effectivement de se mettre à la marge de la société. Et tout cela, c'est pour décrire ce mouvement un petit peu de véritablement de sécession qui ont essayé de faire ces personnes par rapport à tout ce qui est une société dominante et un mouvement de sécession. Pourquoi? Non pas pour justement pour se mettre à part de la société, essayer de recréer des micro-sociétés un petit peu ici et maintenant, après à toutes les échelles, hein, que ce soit à l'échelle de la famille, du travail, à l'échelle plus large, en recréant par exemple des espaces villageois sur le modèle tribal. Bon, ça, c'était le rêve un petit peu des communautés. Les gens aussi qui partaient pour aller faire la route de l'Inde, pour essayer d'avoir des expérimentations intérieures et tout ça. Tout cela. Et puis, voilà, toute une série, pardon, d'autres choses qui étaient un petit peu à la marge, qui vont petit à petit former ce corpus de marginaux ou ce corpus littéraire qui accompagne et journalistique et théâtral et musical qui accompagne la contre-culture un petit peu en France. Alors, par exemple, si on prend des revues, bon, il y en a qui sont relativement connues, mais un journal comme Libération, ça commence véritablement dans le sillage de mai 68 avec des ambitions contre-culturelles. On a aussi l'épopée de cette revue actuelle, donc la revue actuelle qui est assez centrale. Il y a toute une série de comics qui se développent en France. Il y a
les Harakiri qui deviennent plus tard Charlie Hebdo, qui font aussi partie de cette contre-culture à la française. Il y a bref tout un bouillonnement autour de cette marginalité des gens qui se mettent aux marges de la société et dont on a peut-être un petit peu trop vite rappelé qu'ils sont rentrés dans les rangs massivement. Et moi, l'intérêt que j'ai dans mes travaux sur la France, c'est aussi de montrer que justement, il y a eu plein de personnes effectivement qui sont rentrées dans les rangs, mais il y en a plein d'autres aussi qui ne l'ont pas fait. Et tous ceux et celles qui ne l'ont pas fait, on connaît beaucoup moins l'histoire. Hein. Mhm. On connaît moins l'histoire. Alors, je voulais peut-être finir par cette émission pour pardonner quelques conseils de travaux qui ne me sont pas propres, mais bon, cet ouvrage, par exemple, que je vous ai montré, Les Marginaux, c'est un ouvrage assez intéressant puisque c'est un point de vue de l'intérieur de quelqu'un qui va nous décrire toutes ces personnes qui sont pas véritablement incluses dans les cases très strictes à la française, extrême gauche, PC, etc., mais qui sont plutôt apartidaires, qui vont peut-être un petit peu soutenir effectivement en 74 la candidature de René Dumont, donc le premier candidat écologiste, mais qui est porté non pas par un parti, mais par un mouvement social à cette époque, parce que le Parti des Verts, c'est ultérieur, et qui vont aussi s'insérer dans toute une série de luttes qui sont vues un petit peu comme déconnectées à l'époque, mais qui en réalité forment un socle assez fort pour cette contre-culture à la française. Je pense à la lutte des ouvriers de l'IP pour autogérer la production de montres lorsqu'il y a un plan social qui leur fait face au milieu des années 70. Je pense bien sûr à la lutte du Larzac contre l'installation du camp militaire du Larzac, et puis toutes les luttes antinucléaires qui tout ce socle de lutte écologiste qui aujourd'hui sont encore un petit peu les ancêtres des ZAD modernes. Mhm. Et pour finir, j'avais peut-être un autre conseil de lecture et je voulais te demander aussi un morceau d'un artiste que j'aime bien, mais je voulais donner peut-être un autre conseil de lecture parce que c'est un livre qui est assez bien écrit à mon sens, qui fait pas mal le tour de la question et qui a été écrit par deux journalistes qui à l'époque étaient assez impliqués sur les mouvements contre-culturels, qui s'appelle L'aventure hippie de Boixou et Delannoy, qui, je le pense, ils étaient peut-être journalistes actuels ou dans d'autres quotidiens comme Libération. Mais toujours est-il que c'est des personnes qui sont assez impliquées dans tout ce mouvement contre-culturel en France, qui vont décrire la contre-culture et le mouvement hippie un petit peu aux États-Unis et partout dans le monde, mais aussi les influences croisées qu'il y a avec la France. Et c'est un livre qui a été publié, je crois, à la base par une maison d'édition, si je ne me trompe pas. Et là, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais qui s'appelle les Éditions du Lézard. Et c'est une maison d'édition, là encore, si je ne me trompe pas, et je ne veux pas dire de bêtises, qui a été l'une des seules maisons d'édition. Et ça, je parle toujours au conditionnel, mais il me semble qu'ils avaient aussi des implications avec des batailles pour les droits des minorités et pour la légalisation du cannabis. Je crois que l'un des fondateurs est aussi le fondateur de ce collectif qui s'appelle le Cirque, qui va faire l'appel du 18 juin avec un T, J-O-I-T, et qui du coup bataille depuis des années pour la légalisation du cannabis en France. Donc c'est un livre qui à la base était illustré, il est sorti en poche au 10-18, je crois que c'est toujours
d'actualité ce que je viens de dire parce que j'ai une édition un petit peu ancienne. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est une bonne référence Tu pour peux introduire le sujet. tu veux pas le présenter encore une fois, juste parce Oui, que oui, je le retire un représente. peu parce que c'est un peu difficile. Retire un peu, ouais, ah non, un peu plus. Avance, avance. Non, J'avoue. stop, stop. Parfait. OK. Voilà. Parfait. Et peut-être pour terminer, puisque je sais que l'émission, elle va faire un certain format, Oui. peut-être que l'un des personnages aussi de cette contre-culture à la française, peut-être c'est la bande Higelin, Areski, Belkacem et Brigitte Fontaine. Et peut-être on va écouter un morceau d'Higelin qui a été aussi l'une des figures un petit peu tutélaires de cette contre-culture à la française. Bon, mais on va dire que ça va être le fin. On va écouter, Voilà. on va dire au revoir. Et Merci merci de beaucoup. prendre le temps. Tu es actuellement à Paris, moi je suis à Serres. Et oui, je suis vraiment ravi que tu as pu prendre le temps. Merci, Paolo. Pas de souci. Et voilà, vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple. Et ici Scott Holmquist encore avec Paolo Stupia. Et on va dire au revoir avec un choix de Paolo Irradier de 1973, de album du même nom. Voilà. Bon, mais ciao. Allez, au revoir. Au revoir. Le fou, le débile. Je suis du village idiot et j'entends les rumeurs de la ville. J'entends les passages cloutés, berçant les piétons sages, au rythme des feux verts, dans le désert des embouteillages. Irradié, voyageur immobile. Le fou, le débile. Et je suis du village d'idiot et j'entends les rumeurs de la ville. Oh. Compagnon des lézards obscènes, je déjeune à minuit des girafes rôties qui battent encore de l'aile sous le menton crochu des sorcières malsaines. Voyageur immobile, irradié. Je suis le sage, le fou, le débile. Je suis du village l'idiot, ouais, j'entends les rumeurs de la ville. Je suis celui qu'on veut, celui qu'on croit, celui qu'on voit danser sur les nuages. Je pleure. Tirant des cordes de ma lyre, des sons hallucinants qui font bondir les petits du tapis au fond des entonnoirs. Les soirs où sur eux s'abattent fièvre et cauchemar. La dame au noir, l'elfe tout blanc, je suis le placide éléphant. Oh, qui, balançant sa trompe à travers la futaie, bouffe
éternelle âme en peine, un incarné. Sinon, moi, conquérant du vide, je lance mes escouades d'éclairs, de brume et de miracles.